la une de l'actualité, la communauté islamique en RDC se dit indignée pour sa non-représentation au nouveau gouvernement de cohésion nationale alors qu'elle a pris part active aux concertations nationales. Le secrétaire général de cette communauté l'a dit ce samedi au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Et le bilan du naufrage qui s'est produit sur le lac Tanganyika à Kalemi ne fait que s'alourdir ce samedi. On parle de 29 personnes disparues et pourtant les recherches se poursuivent. Les détails tout à l'heure avec notre correspondant sur place. Et en sport, la rencontre de ce dimanche entre l'ASV Club et les Dessampélès fait parler d'elle. Qui de ces deux protagonistes remportera ce match? Les Quinois interrogés demandent aux joueurs d'avoir un esprit de fair play. On en parle dans ce journal. Enfin, la Cour pénale internationale suspend les enquêtes sur le dossier du président soudanais Omar el-Béchir. La procureure Fatou Bensouda, qui l'a annoncé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, déplore l'incapacité de l'ONU à faire pression sur le pouvoir soudanais. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. Aucun musulman ne fait partie du gouvernement dit de cohésion nationale en dépit de la participation active de notre communauté aux concertations nationales. En tout cas, ces propos sont du secrétaire général de la communauté islamique en RDC qui l'a dit ce samedi au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Le reportage est signé Abdul Soko et Patrick Pezozanetti. La communauté islamique en RDC a indiqué au cours de ce point de presse que pas un seul musulman n'est membre du gouvernement dit de cohésion nationale en dépit de sa participation active aux concertations nationales. Cette politique d'anéantissement des musulmans contraste avec les efforts déployés par ces derniers aux côtés de leurs compatriotes d'autres religions pour le service de leur pays et viole les dispositions de l'article 13 de la Constitution qui stipule, je cite, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions et ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Fin de citation. C'est pourquoi la communauté islamique en République démocratique du Congo, COMICO, exige des autorités publiques, des partis politiques, des organisations de défense des droits humains, de la communauté nationale tout entière, de faire cesser l'injustice et de rétablir les musulmans dans leurs droits au lieu de nourrir les frustrations par des actes islamophobes injustifiés. À en croire le représentant ad intérim de la Comico, Moussa Kalema, les musulmans ont toujours été victimes d'exclusion dans les institutions de la République. Et pour conscientiser les décideurs de ce pays, de notre pays, de prendre conscience qu'il existe une frange importante des compatriotes qui n'ont pas choisi de naître dans ce pays, mais que cette portion de terre nous appartient tous. La Comico a par ailleurs invité le gouvernement à reconnaître officiellement les deux fêtes islamiques, à savoir la fin du Ramadan et la fête des sacrifices des moutons, pourtant reconnue par les Nations Unies. Et à propos de cette question, la rédaction de la RTGA World s'est interrogée. Non aux réclamations abusives, non aux jérémiades de sous-représentativité, non aux menaces de représentativité insuffisante. Autant de négations qui requièrent d'être rappelées aux auteurs de réactions excessives et subjectives sur l'architecture du gouvernement de cohésion nationale récemment mise en place. Non aux velléités de tout gagner car la République n'est pas un gâteau, nous dit Georges Bakabakangé, c'est dans ce papier. Appelé à gérer l'État suivant la vision majoritaire incarnée par le magistrat suprême, le gouvernement est une méga-institution qui centralise les intérêts nationaux et les aspirations de l'ensemble du peuple. Pour une nation gigantesque aux disparités socio-politiques et culturelles immenses, l'efficacité et la pertinence s'avèrent des critères prépondérants pour un choix judicieux, proche de l'objectivité et loin des considérations émotionnelles. Non, la République n'est pas un gâteau. La mise en place du gouvernement de cohésion nationale, nommé depuis 7 jours par le président de la République et consécutive aux recommandations des concertations nationales,
n'échappe pas aux critiques. Certes, l'œuvre humaine reste imparfaite, mais les soubassements et les velléités des réactions consécutives au nouveau gouvernement étonnent quand on sait combien et comment la réalité géopolitique reste difficilement comblable. Non, la République n'est pas un gâteau. Avec une population estimée à environ 70 millions d'habitants, répartis dans les 26 provinces telles qu'envisagées par la Constitution actuelle, et une constellation des croyances, des convictions et des cultures, les institutions nationales sont censées œuvrer au-dessus de ces paramètres subjectifs, bravant toute considération de représentativité subjective. Non, la République n'est pas un gâteau. À l'heure de la cohésion nationale et face aux défis multiples qui guettent la RDC, les acteurs politiques de tous bords devraient contenir leur gloutonnerie et surpasser leurs calculs politiciens. Non, la République n'est pas un gâteau. Ni la province, ni le poids politique, ni les sexes, ni la religion, ni la culture, ni une quelconque appartenance à un groupe ne peut justifier l'avalanche des plaintes de ceux qui voudraient véritablement être au service des intérêts populaires. Non, la République n'est pas un gâteau. Dans un État en phase de reconstruction et pour un peuple qui a besoin d'être moralement armé et économiquement équipé, les élucubrations des déçus du gouvernement ou encore les étiquettes brandies pour justifier les attentes non tenues ne sont ni plus ni moins de preuves d'une insatiabilité qui fait de la politique une carrière au lieu d'un service public. Erreur quand on sait qu'il est impossible de former un gouvernement à la satisfaction des 70 millions de Congolais, aux groupes déçus, aux hommes exclus, aux femmes frustrées, aux personnes désarçonnées et aux citoyens désenchantés. Il faut dire et répéter non, la République n'est pas un gâteau. Et puisque nous parlons du gouvernement de cohésion nationale, sachez que le nouveau ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a été officiellement installé ce samedi. C'était après une cérémonie de remise et reprise avec Wivine Mumba, le ministre sortant. Léontine Kezamwali et Fanny Anifa Kessimon nous en parlent. Le ministère de la Justice n'a pas dérogé à la tradition. C'est ce samedi 13 décembre que Wivine Mumba a officiellement cédé son fauteuil à Alexis Thambwe Mwamba. Après la signature du procès verbal, le ministre sortant a félicité son successeur pour sa nomination avant de lui souhaiter plein succès durant son mandat. Et je suis très heureuse, et je le répète, très heureuse de savoir que c'est quelqu'un comme vous, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme et l'expérience peut-être qui m'a manqué au début, qui allait prendre ce ministère. Je pars avec le cœur en paix parce que je sais que je laisse le ministère dans des bonnes mains. Pendant 2 ans et demi, nous avons eu 2 femmes qui ont géré ce ministère. Et vous qui êtes dans la politique depuis longtemps, vous savez que c'est la première fois d'abord qu'on a 2 femmes qui gèrent le ministère de la Justice et que c'est la 2e fois seulement qu'on a un ministre de la Justice femme. Nous avons travaillé main dans la main, avec professionnalisme. À son tour, le nouveau ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a remercié son prédécesseur pour le travail réalisé et s'est engagé à poursuivre sur la même lancée. Je vous connais et je sais que certainement vous avez fait en sorte de faire avancer la maison. C'est une maison difficile, mais vous n'avez pas démérité. Vous n'avez certainement pas démérité. Et j'espère que vous serez très rapidement appelé à d'autres fonctions pour continuer à servir notre pays avec le même idéal. Le ministre entrant s'est par la suite entretenu avec les membres de son cabinet, à qui il a demandé de se mettre directement au travail. Et tout à fait autre chose, je l'ai dit tantôt, le bilan du naufrage du bateau MV Mutambala risque de s'alourdir après les enquêtes. Ce samedi, on parle d'un bilan provisoire de 29 personnes disparues. Les officiels, eux, émettent encore assez de réserves et parlent de 6 morts. Mais plusieurs deuils sont recensés à Moba et Kalemi dans la province du Katanga. Malendela Lunga nous en dit plus. 2 jours après le naufrage de MV Mutambala, le bilan définitif tarde toujours à venir. Des sources officielles à Kalemi parlent de 6 morts et 232 rescapés. Mais il demeure difficile à savoir combien de personnes auraient pris place à bord. L'administrateur de territoire de Moba confirme que le manifeste a enregistré 146 passagers, sans compter les recommandés et les enfants. Michel Mouila
dit devoir attendre le recensement des familles endeuillées qui déclarent progressivement leurs proches qui seraient morts. À Kalemi, plusieurs deuils sont également tenus. Tant que les enquêtes n'ont pas encore abouti, il ne sera pas aisé de faire un bilan définitif. Tout ce qu'on sait, le bateau en mauvais chargement a coulé suite à une perturbation d'atmosphère à Tembwe. Les quelques rescapés de ce drame disent avoir eu des bouées de sauvetage et ce sont eux qui craignent que le bilan ne s'alourdisse. Selon des sources concordantes, les villages périphériques de Tembwe, lieu où le drame s'est produit, continueraient à ramasser les corps. Mutambala est la deuxième catastrophe maritime survenue cette année, 1 mois et demi après l'accident de MV Mama Ondja par la même cause à une centaine de mètres du port d'Uvira au sud Kivu. Pendant ce temps, le chef maritime intérimaire de Moba est aux arrêts, alors que son titulaire est en suspension depuis le naufrage du bateau Mama Ondja. Depuis Kalemi, Mandela Longan Tutula, RTGA. Merci Mandela Longa pour toutes ces précisions. Du Katanga, rendons-nous maintenant dans le Nord Kivu où le pape François a envoyé son émissaire à Beni et Butembo pour 3 jours des prières pour le retour de la paix et la cessation immédiate des carnages dans la région. Le nonce apostolique Adolfo Tito Ilana, accompagné de 4 évêques de la RDC, dont le président de la SANCO était porteur du message personnel du pape pour la population de Beni et Butembo. La célébration eucharistique a eu lieu dans la grande concession de la mairie de Beni au Nord Kivu. Jonas Mbayayi nous en parle. Le maire de la ville de Beni a pris la parole pour accueillir la délégation de l'envoyé spécial du pape François, le nonce apostolique Adolfo Tito Ilana. Le maire de la ville a profité de la tribune devant ses autorités de l'église catholique pour donner un bilan des tueurs. Nyoni Bwanakawa. Que dis-je, mes seigneurs les évêques? Ils égorgent les humains, vos brebis, sans distinction de sexe ni d'âge, comme des animaux destinés à la boucherie. Jusqu'alors, plus ou moins 250 personnes sont passées par cette épreuve, en ville et en territoire de Beni. 250 victimes. Aucun argument ne saurait expliquer autant de victimes en infirmité et autant de litres de sang versés. Le maire de la ville de Beni a ainsi ouvert officiellement, au nom du gouverneur Julien Paloukou, la cérémonie des prières en faveur de la paix en ville et territoire de Beni. Et cette Eucharistie que vous allez bientôt célébrer doit être une raison de paix, une raison de réconfort, de bien-être et de libération de vos brebis du joug des imposteurs et IDFNR complices. C'est en ce mot, Excellence, que je déclare lancer au nom de Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu la cérémonie de prière en faveur de la paix et la tranquillité des populations en ville et en territoire de Beni. Après la messe dite par le nonce apostolique, cette autorité ecclésiastique a ensuite dévoilé le message du pape. Message que nous apportons à vous, c'est que nous sommes venus pour prier. Ici à Beni, à Butembo, nous venons pour apporter les sentiments personnels du pape qui souffre beaucoup avec vous. Et nous venons pour vous apporter sa bénédiction à toutes les familles qui souffrent jusqu'à maintenant cette violence que nous n'avons jamais vue dans cette terre. Cette messe a connu des moments forts de prière pour la paix, la tranquillité et la cessation immédiate des atrocités. Tous les saints catholiques ont été implorés, ainsi que la Sainte Vierge Marie, pour la consolation des âmes affligées et que les égorgeurs soient ainsi mis en échec dans leur plan de tuer. Beni, Jonas Mbayayi, RTGA. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malumalu, a échangé vendredi dans la soirée avec une délégation suédoise conduite par Per-Erik Högberg, directeur général adjoint au ministère suédois des Affaires étrangères. L'état de lieu du processus électoral en RDC a été au centre de leur entretien. Richard Chiako, Kanyengele et Ben Mondo. Accompagné par l'ambassadeur de Suède en RDC, le directeur général adjoint au ministère suédois des Affaires étrangères en séjour en RDC a voulu s'enquérir de l'état des lieux du processus électoral en RDC. On a eu l'occasion d'échanger sur les enjeux démocratiques et électoraux
tant en Suède qu'en RDC. Et je lui ai communiqué que, bien évidemment, la Suède, son gouvernement, suit de très près les développements dans ce sens en RDC. L'apport de la Suède au processus électoral a été apprécié par l'abbé président. La Suède a toujours soutenu le processus électoral. Donc, depuis le début du processus de 2006, comme pour les autres processus, la Suède a toujours fait partie du comité de partenariat dans le cadre des élections et continue à accompagner ce processus-là. Je pense que, comme vous l'avez su, tous les partenaires ont insisté beaucoup sur la publication du calendrier global des élections. Et dans cette perspective, nous sommes en train de voir comment, après la publication du calendrier global, il y aura une réunion du comité de partenariat et à ce moment-là, nous pourrons définir aussi les grandes lignes de la coopération dans le domaine électoral. L'exécutif provincial du Bas-Congo est déterminé à améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique. C'est dans ce cadre qu'il a renforcé les capacités de la SNEL, direction provinciale, en lui dotant de nouveaux transformateurs dans la ville de Matadi. Le directeur provincial de la SNEL a effectué une visite dans les nouvelles cabines électriques installées. On fait les points avec Fanny, Anifa Kassemona et Richard Chakokaningele. La desserte en énergie électrique dans la ville de Matadi est passée de 22 à 40%. Ceci est la résultante des efforts de l'exécutif provincial du Bas-Congo qui a mis à la disposition de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité des nouveaux transformateurs et des moyens financiers. Il faut également reconnaître les efforts de la direction provinciale de la SNEL dans la mise en service de ces nouveaux équipements. Les abonnés alimentés par des cabines chirurgie, Mavonda, Ngombe, Ndemba, Mvwandu, foyer social et autres ont vu le délestage soit supprimé, soit allégé. C'est dans ce cadre que le directeur provincial de la SNEL du Bas-Congo a fait la ronde des cabines électriques nouvellement installées et celle dont la capacité a été renforcée. Cette visite a permis à Daniel Mukutu Ndombasi d'informer la population du Bas-Congo en général et de la ville de Matadi en particulier des travaux d'entretien des machines en cours d'exécution au barrage hydroélectrique d'Inga, lesquels travaux occasionnent une perturbation dans la desserte en énergie électrique. Les fonds ont été mis à notre disposition, donc à la SNEL, pas à moi en tant qu'individu, mais à la SNEL. Et ces fonds ont été gérés dans la transparence. Donc, ils ont été bien gérés. On a acheté des matériels qui étaient prévus, suivant l'état des besoins de communiquer à l'exécutif, et que nous avons utilisé, on a installé. Alors, dans ce transformateur, nous avons renforcé les capacités. Et là où nous avons eu à les installer, ça a allégé le délestage. Et il y a même des quartiers où on a supprimé les délestages. Le directeur provincial de la SNEL a en outre rappelé aux abonnés le principe d'économie du courant électrique consistant à éteindre les lampes pendant la journée et la nuit dans les locaux inoccupés. Daniel Mukutu Ndombasi a en outre invité les abonnés à payer régulièrement leurs factures de consommation du courant électrique. Et c'est parti avec le lancement du programme de désenclavement du Kasaï oriental. Ce programme financé par la coopération technique belge va réhabiliter 90 km des routes de desserte agricole. C'est le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui a procédé au coup d'envoi, qui a donné le coup d'envoi des travaux à Tchikouyi, à 40 km de Mboujmaï. Le compte rendu avec Martin Moudimbi Kapenga. Fini le désenclavement dans la province du Kasaï oriental. Le programme de désenclavement de la province Prodécor a été lancé par le gouverneur à Tchikouyi, à 42 km de Mboujmaï. Ce programme est financé par la coopération technique belge à hauteur de 20 millions de dollars américains et se donne comme mission de réhabiliter 900 km de routes de desserte agricole. Dans son allocution, Alphonse Ngoï Kassanji a rendu hommage au président de la République qui a permis à la RDC de redevenir un pays fréquentable. J'ai la joie immense de procéder au lancement des travaux dans le cadre du programme
désenclavement dans la province du Kassai-Oriental, Protecor ainsi, programme de la coopération technique belge, sur le financement du royaume de Belgique. Et je tiens sincèrement à remercier pour l'intérêt qu'il a porté au peuple ex-kassaïen. Je voudrais, avant toute chose, rendre hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son leadership, sans lequel notre pays ne serait ouvert aux différentes coopérations, dont la coopération avec le royaume de Belgique. Dans un premier temps, ce projet réhabilitera l'axe routier Chikoyi, Ngandajika et Bakwamulumba, long de 43 km. Pour sa part, le responsable de la CTB Kassai-Oriental s'est félicité d'accompagner cette province dans ce vaste programme. Question de réduire tant soit peu la misère des populations est-kassaïennes. Autre chose, l'Union des écrivains congolais a tenu sa dernière rencontre littéraire vendredi à la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles. C'était l'occasion pour le cercle des écrivains de faire un bilan des activités et des réalisations de 2014 et de projeter les perspectives d'avenir. Nous allons y revenir. Et les bons services sont toujours récompensés. Voilà pourquoi l'Union internationale pour la conservation de la nature et Internationale Rangère Fédération ont remis le prix international des bravoures de conservation à Jean-Pierre Jobogo, mérite de 25 ans de carrière pour avoir notamment traversé la zone rouge pendant la rébellion du RCD en 2002 pour amener le salaire des grands parcs. Suzy Kibiran-Marie. Formé en gestion de ressources naturelles en Afrique du Sud en 2005 et avec une maîtrise de biologie environnement de l'Université de Dublin en Irlande, Jean-Pierre Jobongo a été honoré pour ses 25 ans de carrière passée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature par l'Union internationale pour la conservation de la nature et International Ranger Federation. Ce mérite dénommé Prix international des bravoures de conservation de la nature lui a été attribué pour avoir sauvé la vie d'une section des gardes-parcs lors de l'avancée des troupes de l'AFDEL et Maï Maï entre 1996 et 1997. En reconnaissance de nos exploits sur le plan professionnel pendant la période la plus difficile que nous venons de traverser. Les parcs nationaux ont traversé des moments les plus difficiles. Et c'est là où les grandes armées souvent étaient cachées. Nous, les protecteurs, on était les plus visés avant qu'ils puissent aller progression. Ils voulaient d'abord s'emparer ressources naturelles du parc de à marcher, de la forêt où c'est caché. Le lauréat a également initié les activités transfrontalières à Ishasha, Ouganda et le Queen Elizabeth National Park en sauvant les éléphants pourchassés par les braconniers ougandais. Jean-Pierre Jobongo est également chef de site dans le parc de Kundelungu au Katanga. Et parlons sport à présent. Qui de Vœux Club ou de Daring Club Motema Pembe remportera le derby quinois de ce dimanche au stade Tata Raphaël? La question est dans toutes les lèvres des amoureux du ballon rond. Vœux Club, fort de son expérience acquise en compétition africaine, va tenter de confirmer sa suprématie sur le Daring Club Motema Pembe. Mais Daring, qui est revenu cette année sur les meilleures dispositions, va jouer va tout pour faire tomber les vice-champions d'Afrique. Les chances de ces deux protagonistes sont évaluées par Patrick Isobongesebo-Kouma. La 8e journée du championnat de football d'élite de la République démocratique du Congo, la division 1 sera explosive surtout pour le groupe B. En effet, l'Odering Club Motema Pembe, leader au classement partiel, sera face à l'association sportive Vœux Club, vice-championne d'Afrique. Des Simpé qui affichent une santé de fer avec des résultats en sa faveur dans la première phase de la division 1, veut à tout prix effacer la défaite concédée l'an passé face au Dauphin Noir à cette même étape de la compétition.
Leader au classement partiel du groupe B avec 19 points, DSMP se voit octroyer la casquette de favori. De son côté, l'association sportive Victoria Club ne veut pas aller par 4 chemins. En croit ses supporters, ce match sera en leur avantage. La détermination affichée lors de leur dernière rencontre en dit plus. Ce jour-là, les Véclubiens avaient lancé un défi aux Immaculés. D'autres rencontres seront également au rendez-vous ce week-end. C'est le cas du tout-puissant Mazembe dans le groupe A qui tentera de bousculer l'Union sportive Chinkuku à Kananga. Même chose pour Sa Majesté Sanga Balinde qui se déplacera à Goma jouer contre Dauphin Noir. L'Osemungano de Bukavu recevra de son côté Don Bosco de Lubumbashi et Lubumbashi Sport sera face à Saint-Éloi Lupopo, un derby de la capitale louchoise. Et dans le groupe B, Tout Capable Lima recevra à Matadi Moké de Kinshasa et le Racing Club de Kinshasa de son côté se déplacera à Lubumbashi rencontrer Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Et toujours en rapport avec ce match, les Quinois se disent conscients de l'enjeu du classement entre deux clubs et SMP qui se joue ce dimanche au stade Tata Raphaël dans le cadre de la Ligue nationale de football. Les supporters de deux équipes plaident pour un esprit de fair play avant, pendant et après ce match. Suivez-le au micro de Moussa Mwamba et Yannick Bilamou. Étant avec les biens, je ne peux que pronostiquer pour mon équipe, mais Dering, je sais qu'il est vraiment sérieusement blessé, vu la dislocation. Mais je pense que c'est une bonne équipe. Il se prépare, mais vu du côté ambiance, Renaissance à Botoli Dering, ils ne sont plus populaires comme avant. Nous serons plus populaires que... Je suis sûr et certain qu'ils ne seront pas nombreux demain au stade. Les Deringmen ne sont plus nombreux à Kinshasa. Bon, c'est le moment de le démontrer qu'ils sont nombreux. Parce que nous, bien avec la couleur que nous avons d'abord manqué la coupe. C'est le temps pour nous de venger avec club. On va gagner cet affrontement. Bien que ça n'a plus d'ampleur comme l'année passée, où il y avait... le match n'était même pas à terme à cause de Bila de Lema. C'est ça, c'est un peu ce qui cause l'ambiance et la dislocation des dessins un peu. Ils ne sont plus ensemble. Sans problème. Dering a un problème. Vous savez, on va avoir une deuxième renaissance. Il y a d'abord renaissance Lema, mais là c'est renaissance Mumbele. Comprenez-vous? Il y a une deuxième renaissance, sans problème. Ça, je le confirme. OK? En ce qui concerne les pronostics du match du demain, je crois que ça pourrait aller nul très vite et puis Dering Club monter Mapembe. Donc aux supporters d'être bien éduqués, c'est ça. Si l'un perd, l'autre gagne. Il faut qu'il y ait le fair play et non d'aller casser les stades, des trucs, ceci, cela, on n'a plus besoin de ça. Il faut qu'on évolue, quoi. Et l'actualité en dehors de nos frontières, les négociations internationales sur le climat se poursuivent faute de consensus sur un texte. Plusieurs pays industrialisés qui se sont réunis à Lima au Pérou sur cette question hésitent encore sur les engagements qu'ils doivent prendre d'ici 2015. Un commentaire de Mélisse Bouassi.